L'enregistrement de la conférence a démarré. Meeting recording has started. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous nous entendez? Oui, Oui, pas de souci. Merci. mais on n'a pas l'image. Vous n'avez pas l'image? Oui, c'est bon, on vous Nous, entend. on a l'image ici. Ah, du moi coup, je vous aussi, laisse j'entends, régler je vos vois. paramètres pour avoir l'image et le son de votre côté. En tout cas, nous, tout fonctionne bien. Un grand merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire sur le contrat d'allocation d'études. Par contre, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros pour qu'on puisse s'entendre. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Gwenaëlle Le Breton, la directrice adjointe du pôle ressources humaines en santé. Est présent Solène Dezélicourt. Je te laisse te présenter, Solène. Bonjour à tous, Solène Dezélicourt, je suis directrice adjointe de l'autonomie et notamment référente sur les sujets ressources humaines en santé pour le secteur médico-social, personnes âgées, personnes handicapées. Également présente côté ARS, Dominique. Dominique Charrère, je suis responsable du département accompagnement des professionnels de santé et notamment en charge du CAE. Et nous avons Morgane Cazalet qui est la chargée de mission qui s'occupe plus particulièrement du CAE en lien avec les chargés de mission aussi de la direction de l'autonomie et la direction de la santé publique. Côté DSP, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en distanciel, qui souhaite se présenter. Bonjour, je me permets juste, il y a énormément d'écho, c'est très très désagréable, on vous entend très mal du coup. Ah. Je pense que ça doit être ouvert en 2 fois, quelque part. Excusez-nous hein, pour ce côté technique. Il y avait un téléphone. On est en train de regarder s'il y a des micros d'ouverts. Ah oui, il y a un téléphone. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Donc, le contrat d'allocation d'études a été mis en place par l'agence en septembre 2020, en pleine gestion de crise sanitaire entre la vague 1 et la vague 2. Donc, c'est un dispositif régional qui a pour ambition de soutenir les étudiants lors de leur dernière année de formation. Et aussi, le deuxième objectif, c'est de pouvoir les fidéliser dès qu'ils sont diplômés. Donc, il y a un contrat d'engagement de servir de 18 mois. En parallèle, il y a les établissements qui ont eux-mêmes leur propre CAE. Je vais laisser la parole tout de suite après à Solène et ensuite à Dominique. Dominique nous présentera plus la partie pratique du dispositif, mais sans pour autant dévoiler les chiffres, sachez que c'est un dispositif qui est de plus en plus apprécié, d'autant plus que grâce à l'intervention du Conseil régional d'Île-de-France, ce dispositif maintenant est cumulable avec les bourses du Conseil régional. Donc, au vu de la précarisation estudiantine qui est très préoccupante, c'est vrai que ça peut être une bouffée d'oxygène pour les étudiants lors de leur dernière année d'études. Et aussi, c'est un bon moyen pour les établissements, tant dans le domaine du sanitaire que du médico-social, de pouvoir travailler avec ces néo-diplômés dès leur sortie d'école. Voilà, nous, de notre côté. Solène, peut-être un petit mot sur le médico-social? Oui, merci Gwenaëlle. Oui, écoutez, voilà, nous, côté ARS, direction de l'autonomie, on croit beaucoup au dispositif du contrat d'allocation d'études pour renforcer l'attractivité du secteur médico-social et conduire de nouveaux diplômés à exercer tant dans les EHPAD que dans les établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Vous le verrez, on vous présentera le bilan de 2020 à 2022. Voilà, nous, côté direction d'autonomie, voilà, on a une enveloppe qui nous permet de financer davantage de contrats d'allocation d'études que ce qu'on a pu faire les années précédentes. Donc, on comptera beaucoup sur votre relais
et les informations que vous pourrez diffuser au sein des établissements médico-sociaux et également des instituts de formation sur le dispositif de contrat d'allocation d'études. Merci Solène. Donc, sans plus attendre, je vais juste vous présenter très rapidement l'ordre du jour. Donc, présentation du dispositif, c'est ce qu'on vient de faire avec Solène de manière assez rapide. Dominique va nous présenter le bilan des campagnes en double voix avec Solène sur les campagnes donc 2020, 2021, 2022. L'appel à candidature 2023 et nous aurons la chance d'avoir des témoignages de Bruno Albert en qualité de directeur de soins et très impliqué sur ce dispositif de CAE, et ainsi que des étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif et qui vont nous faire du coup un retour d'expérience. Donc un grand merci à vous toutes et tous. Du coup, Dominique, je te laisse la parole. Alors, le CAE, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été créé pour participer à la fois au financement de la formation des étudiants, grâce à une allocation qui leur permet de se consacrer intégralement à leur formation sans avoir à travailler à côté. Un dispositif qui permet de fidéliser et attirer les nouveaux néo-diplômés en leur offrant une allocation d'études lors de leur dernière année de formation. Et pour les établissements, ça permet de lutter contre les tensions RH en leur permettant d'avoir des professionnels formés et opérationnels dès la fin de leur formation. Donc, c'est un dispositif qui mobilise dans la région divers partenaires, les ARS, en particulier les délégations territoriales, les établissements sanitaires, médico-sociaux, personnes âgées, personnes handicapées, publics en difficulté spécifiques, les fédérations, les écoles, les instituts de formation et les syndicats étudiants. Donc, le contrat CAE est signé en dernière année d'études entre un étudiant et un établissement. Le montant de l'allocation est de 9 000 € net pour les étudiants en dernière année de formation et de 10 800 € pour les étudiants sages-femmes. Donc, la nouveauté depuis l'été 2022, c'est que cette allocation est cumulable avec les bourses du Conseil régional d'Île-de-France. Et l'étudiant s'engage pour une durée de 18 mois à l'issue de sa formation. Alors, s'agissant du bilan des campagnes CAE de 2020 à 2022, comme vous le disiez Gwenaëlle, c'est un dispositif qui a connu une forte montée en charge, puisqu'on est passé de 199 contrats en 2020 à 538 contrats en 2022. Donc, sur l'année 2020, il y avait 89% des contrats qui ont été signés pour les établissements sanitaires et 11% pour les établissements médico-sociaux. Sachant que les formations qui avaient à l'époque le plus de succès, c'était les IDE et les aides-soignantes, que ce soit dans le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. Pour l'année 2021, il y a 398 contrats qui ont été retenus, 86% pour le secteur sanitaire et 14% pour le médico-social. Et la nouveauté de l'année 2021, c'est que ça avait été ouvert à une profession très en tension, qui était la profession de sage-femme. En 2022, l'ARS avait souhaité privilégier deux professions très en tension sur le secteur sanitaire, les IDE et les sages-femmes, ce qui explique que les autres professions n'avaient pas été retenues pour le secteur sanitaire, mais par contre persistaient pour le secteur médico-social. Donc en 2022, on a eu 93% des contrats qui ont été signés pour le secteur sanitaire. Solène, je ne sais pas si tu veux compléter pour le secteur médico-social. Médico-social, vous voyez les chiffres. 22 CAE signés en 2020, ça concernait uniquement les EHPAD. C'est en 2021 qu'on a ouvert la possibilité de contrat d'allocation d'études au secteur du handicap. Cette année-là, donc 55 contrats d'allocation d'études avaient été signés, et puis on avait étendu également aux professions d'orthophonistes en 2021. En 2022, on a souhaité également étendre au métier d'éducateur spécialisé. 36 contrats d'allocation d'études ont été signés. Voilà, on a comme je le disais en introduction, une marge de progrès importante. On a la possibilité de vous aider
à cofinancer ces contrats d'allocation d'études de façon plus importante pour le secteur médico-social. Donc là, vous voyez la forte progression, comme on le disait tout à l'heure, entre 2020 et 2022, où on est passé de 199 contrats à 538 contrats. Là, vous avez la répartition par département. Donc, c'est le Val-de-Marne pour lequel il y a le plus de contrats, suivi des Hauts-de-Seine, de l'Essonne et de la Seine-Saint-Denis. Et on a vraiment un petit regret sur le département de Seine-et-Marne, sur lequel on aimerait bien qu'il y ait vraiment beaucoup plus de contrats. Pour le secteur médico-social, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, après, voilà, ce qu'on peut dire également, c'est que c'est majoritairement pour les professions d'aides-soignants et d'infirmiers que les contrats d'allocation d'études sont signés. On a eu l'année dernière un peu plus de CAE signés pour les orthophonistes, et c'est bien, mais là aussi, on peut aller plus loin. Là, vous avez la répartition entre les secteurs et les sages-femmes et les infirmiers par département. Mais de toute façon, on vous diffusera à l'issue du webinaire le diaporama et il sera mis aussi en ligne sur le site de l'ARS. On en vient à la campagne de candidature du CAE pour l'année 2023. Donc cette année, nous avons décidé d'ouvrir largement à de nombreuses professions le CAE. Pour le sanitaire, donc on retient toujours les professions d'IDE, sage-femme, et on élargit au métier d'assistant de service social, d'infirmier diplôme d'état puériculteur, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, manipulateur en radiologie médicale et sage-femme. Oui. Et pour le médico-social, donc on a gardé les mêmes professions que l'année dernière, donc aide-soignant, infirmier, masseur kiné, orthophoniste, éducateur spécialisé, et on a élargi également la possibilité de CAE au métier d'assistant de service social et de moniteur éducateur. Donc, au niveau du financement, il s'agit d'un cofinancement entre l'ARS et les établissements. 60% du CAE est pris en charge par l'ARS et 40% est pris en charge par l'établissement d'accueil. Ce cofinancement permet en effet de retenir un plus grand nombre de dossiers CAE au niveau régional. Pour le médico-social également, une nouveauté pour cette campagne 2023. On accorde la possibilité que le contrat de travail soit établi avec un établissement recruteur qui n'est pas nécessairement celui qui aurait signé le contrat d'allocation d'études avec l'étudiant. La condition, c'est que l'établissement recruteur, il doit faire partie du même organisme gestionnaire que l'établissement qui a signé le contrat d'allocation d'études avec l'étudiant et bien sûr être situé en Île-de-France. Voilà, tout cela sous réserve bien sûr de l'accord écrit de l'étudiant et de la validation préalable de l'ARS Île-de-France. Tout cela pour permettre d'adapter au mieux vos recrutements en fonction de la situation de vos établissements médico-sociaux. Alors sur le calendrier de la campagne, vous l'avez tous vu sur le site de l'ARS Île-de-France et sur les réseaux sociaux. L'appel de la candidature a été publié le 27 mars 2023 sur le site de l'agence et relayé depuis à 2 reprises, à la fois sur Twitter et sur LinkedIn. Au mois de mai, donc, nous lançons ce webinaire, et puis il y aura plusieurs webinaires qui seront spécifiques pour les établissements médico-sociaux. Et les établissements doivent déposer leur dossier sur la plateforme jusqu'au 15 novembre 2023. En parallèle, nous avons lancé une enquête auprès des établissements afin de voir exactement le nombre éventuel de démissions qui auraient pu intervenir depuis l'appel à projet 2020 pour nous permettre de mieux nous caler sur des éventuellement dysfonctionnements, désistements et comprendre les raisons des éventuels désistements ou démissions.
Oui, on va organiser en complément. Voilà, il y a le nombre d'établissements médico-sociaux en Ile-de-France est très important, vous le savez. Du coup, on répliquera ce webinaire sous la forme de webinaires interdépartementaux. Donc, on regroupera 3 départements. Le premier aura lieu pour les 78, 92 et 95 le 31 mai, pardon, c'est le deuxième, et le 30 mai sera organisé un webinaire pour les départements 75, 91 et 94. Pour les 2 autres départements, 77 et 93, on fera l'information sur les contrats d'allocation d'études lors des webinaires Pôle emploi, qui permettent de présenter l'offre de service de Pôle emploi pour le recrutement à l'attention de l'ensemble des établissements médico-sociaux d'un département. On a 2 prochains webinaires pour le 77, c'est le 23 mai, le 93, c'est le 30 mai. Voilà, on fera également dans ces 2 webinaires l'information sur les contrats d'allocation d'études. Voilà. On prendra les questions après. On finit la présentation. Merci. Donc, je ne reviens pas sur la campagne qui a été lancée. On a un petit flyer là, avec un visuel qu'on vous a envoyé et qu'on peut rediffuser également à l'issue du webinaire, qui peut vous permettre de faire de la publicité auprès de vos étudiants. On va peut-être arrêter le partage. Merci Dominique et Solène pour cette présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'accorde un petit temps d'échange suite à ce diagnostic et les projets envisagés pour la campagne 2023. Je crois qu'il y a donc des questions dans la conversation. On peut prendre celle pour le médico-social. Pour la possibilité que le SMS recruteur soit différent du signataire, si c'est le même gestionnaire, est-ce que le SMS recruteur peut être dans un autre département ou région que le signataire initial? Le SMS recruteur, il peut être dans un autre département, mais il doit être absolument en région de France. On balaye l'ensemble de vos questions pour pouvoir répondre. Les centres de santé sont-ils concernés par le dispositif? Non. Non. L'appel à candidature a été publié en mars. Le 27 mars. Le 27 mars. Et vous avez toutes les informations sur le site internet de l'ARS. On peut descendre doucement. Est-ce que j'ai le temps de lire les questions? Peut-être avez-vous plié en micro en même temps? Non, là, ça a été publié. Alors, ça... Ok, donc ça, c'est la plaquette qui a été diffusée, c'est ça? D'accord. Avez-vous le projet d'étendre les CAE aux étudiants de deuxième année IDE et même? Alors ça, c'est un sujet qui est en réflexion. Hein. On sait que ça se fait déjà dans certains établissements, et notamment la PHP, en fait, qui soutient ce dispositif. Donc, pour la campagne 2023, non, mais en fait, on étudie cette opportunité pour la campagne 2024. Et on a mis en parallèle, sans lien direct, hein, une expérimentation IFSI concernant donc, tout ce qui est taux d'abandon et puis taux de redoublement pour voir comment on peut pallier ces problématiques et peut-être que justement ce copil expérimental permettra de voir comment on peut mettre en place ce soutien à la deuxième année de formation. La direction générale de l'agence a bien en tête hein, ses besoins. Donc, c'est vraiment en réflexion. On ne l'exclut pas pour la campagne 2024, mais on ne vous le confirme pas non plus aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Reste-t-il finalement aucun poste ne se trouvait disponible? Alors, il y a Caroline qui pose la question, que se passe-t-il si finalement aucun poste ne se trouve disponible à l'issue de la formation? Donc, c'est-à-dire que là, vous avez contracté avec un étudiant dans le cadre du CAE
et in fine, il est diplômé et vous n'avez pas de poste à lui proposer, c'est ça? Je vous laisse la parole, Caroline. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Enfin, je pense qu'avant de contracter, il faut s'assurer que les postes sont effectivement disponibles. Hein. L'ARS accorde des financements au fil de l'eau et dans la limite de ses budgets pour ce dispositif. Oui, si nous signons un CAE avec un étudiant pour lequel l'ARS nous informe, est-ce que le CAE... Alors non, c'est pas effectivement. Donc, on instruit les dossiers au fil de l'eau, tout en sachant que nous, on a soumis à la direction générale une ventilation en fait des CAE que l'on pourrait soutenir, tant pour le sanitaire, le médico-social, et de manière à ce qu'il y ait une répartition équitable selon les filières soutenues et les établissements. Donc, la direction générale souhaite pour la campagne 2023 soutenir 800 CAE dans le sanitaire, 300 dans le médico-social et 10 pour les publics à difficultés spécifiques. J'ai dit une bêtise pour le médico-social? Oui, on a un objectif de 100, mais 300, on est en capacité de le faire aussi. Enfin, en tout cas, voilà. Je suis très médico-social, il n'y aura pas de en termes de financement. Je pense que les problématiques pour les deux secteurs sont différentes. Je suis peut-être aussi visionnaire, peut-être qu'on va attendre les 300, je le souhaite. 300, il n'y aura pas de... Donc, du coup, nous avons la possibilité de voir très rapidement, en fait, si les quotas sont atteints. Et étant donné que la directrice générale de l'agence est très attentive et suit de près avec son adjointe ce dispositif, très vite, on peut les saisir en leur demandant s'il y a la possibilité d'avoir un soutien supplémentaire. Voilà. Mais non, le CAE n'est pas annulé automatiquement. Maintenant, si vous envisagez, je reprends l'exemple du médico-social, de déposer 300 CAE, alors que, comme vient de le préciser Solène, pour le moment, l'objectif est 200. Du coup, n'hésitez pas à nous solliciter par mail avant de déposer les dossiers sur la plateforme, de manière à ce que nous, on puisse s'organiser. Voilà. À quelle date seront communiqués les résultats de l'appel à projet aux établissements? En fait, les établissements déposent au fil de l'eau leurs dossiers sur la plateforme et les dossiers sont étudiés au fil de l'eau. Donc, vous avez très rapidement la réponse. Et la campagne de recrutement sera lancée à quelle date? Elle a déjà été Elle est lancée depuis le mois de mars. Nous avons déposé un dossier pour une étudiante MK. À ce jour, nous ne savons pas si le dossier sera bien pris en charge. Nous n'avons pas de retour. Alors, on vient juste de commencer l'analyse des dossiers qui ont été déposés sur la plateforme. Donc, vous aurez très rapidement un retour. On est à combien aujourd'hui de dossiers déposés? On en avait une 60aine. Pour le sanitaire? Pour le sanitaire. D'accord. Et le médico-social? Et le médico-social, 3. Voilà, 3. Bon, encore un petit peu de marge. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'onglet conversation? Est-ce que cela concerne aussi les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes? Parce qu'en fait, vous parlez de dernière année de formation, mais alors j'ai bien vu dans votre PowerPoint qu'il y avait des aides-soignantes. Et en fait, leur question, c'est est-ce qu'elles peuvent, quand elles terminent leur formation en décembre, par exemple, tel que c'est le cas pour celles que j'ai actuellement en formation, est-ce qu'elles doivent chercher elles-mêmes leur employeur ou est-ce que c'est sur le site de l'ARS que nous attendons que les établissements se désignent? Non. Alors, donc les aides-soignantes, c'est plutôt un soutien côté médico-social. Nous, au niveau sanitaire, on ne soutient pas cette profession, cette formation. Donc, du coup, Sandrine, je laisse répondre. Alors, nous, l'ARS, on ne réalise pas l'intermédiation entre les établissements recruteurs et les étudiants. Donc, c'est voilà, les démarches, elles se font côté étudiant, côté établissement qui doit se manifester auprès de l'IFAS, côté IFAS qui doit faire la promotion auprès de ses réseaux tant étudiants qu'établissements du dispositif de contrat d'allocation d'études. Pour ce qui est de la dernière année d'études, c'est une année unique d'études. Donc, à partir du moment où l'étudiant aide-soignant est en année d'études, il est possible pour lui de signer le contrat d'allocation d'études avec l'établissement. Voilà, jusqu'au mois de décembre, l'étudiant, tant qu'il est en année d'études, peut signer un contrat d'allocation d'études avec un établissement.
Merci, mais c'est lui qui fait la recherche ou c'est moi en tant que directeur d'IFA-CIFAP dois aller rechercher parmi les employeurs potentiels les employeurs potentiels s'ils rentrent dans le dispositif CAE? Alors, c'est vrai on aurait besoin, côté ARS, de votre appui en tant que directrice d'IFAS pour que vous relayiez l'information sur l'existence de ce dispositif contrat d'allocation d'études auprès des établissements que vous avez dans votre réseau, des établissements qui sont par exemple des lieux de stage pour vous, les informer que l'ARS va cofinancer une allocation d'études à hauteur de 5 400 € à partir du moment où un étudiant va s'engager, va signer ce contrat d'allocation d'études. Cette signature de contrat d'allocation d'études, ça veut dire qu'il s'engage à travailler 18 mois pour l'établissement médico-social identifié. D'accord. Donc, je peux leur envoyer le support que vous allez nous remettre en fin d'intervention. Complètement. Et voilà, et on a besoin de vous en fait pour relayer cette information au niveau local, au niveau des étudiants, au niveau des établissements. D'accord. Et alors, vous permettez une dernière question. Vous dites que vous ne vous occupez pas des aides-soignantes du côté sanitaire, mais plutôt du médico-social. En fait, moi, toutes les étudiantes que j'ai, c'est que du sanitaire. Et les auxiliaires de puère aussi. Alors, les auxiliaires de puère, elles travaillent en crèche, mais le sanitaire, alors est-ce que vous considérez qu'un EHPAD, c'est du médico-social? Ah oui, complètement. Oui, médico-social, c'est EHPAD, établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. D'accord. D'accord. Et les crèches également? Les crèches, non. D'accord. D'accord, merci. Je vois qu'il y a une autre question concernant, donc, excuse-moi Dominique, je ne vois pas, là juste au-dessus. Moi, j'avais une question par rapport aux hôpitaux psychiatriques où on a énormément d'éducateurs spécialisés. Est-ce qu'il est question d'ouvrir le CAE aux éducateurs spécialisés des hôpitaux psychiatriques où on a énormément de mal à recruter? Donc, cette année, pour la campagne 2023, ce n'est pas prévu, mais du coup, on prend votre demande et on suggérera à la direction générale pour la campagne 2024. Parce que c'est vraiment une profession en tension pour nous. Ok. J'essaie de balayer les questions. Est-il possible aux hôpitaux de santé mentale? Alors, est-il possible d'ouvrir les CAE aux hôpitaux de santé mentale? D'accord. Quid des établissements? Alors, pour les établissements de santé mentale, c'est déjà ouvert en fait. Alors, je ne sais pas, par rapport à la question, là, est-ce que vous faites allusion à une filière spécifique? C'est spécifiquement pour les éducateurs spécialisés quand l'établissement a la double casquette. On a des EHPAD, des MAS, et on est aussi établissement sanitaire. D'accord. Donc, pour la partie médico-sociale. Donc, c'est complètement possible qu'ils travaillent dans l'établissement médico-social. Alors que l'on cofinance l'allocation d'études pour un étudiant éducateur spécialisé qui s'engagerait ensuite à travailler dans l'établissement médico-social. Mais il faudra que ce soit à destination uniquement d'un poste sur le médico-social, sur notre partie médico-sociale. D'accord, merci. Là, il y avait une question aussi concernant les fonds pour le médico-social, Solène. Désolée, on a un souci avec la somme à la charge. C'est pas tous les établissements médico-sociaux est-elle imputable, je crois, sur les fonds propres sur le budget formation? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Non, je suis désolée. Donc ça, on a répondu pour les éducateurs spécialisés pour la santé mentale, la psychiatrie. Pouvez-vous me confirmer que les alternants en contrat d'apprentissage ou de pro ne sont toujours pas éligibles au CAE? Toujours pas éligibles. Pour les CAE, pour les CAES, quid des établissements qui font du sanitaire et du médico-social? Donc, je pense que là, on a répondu à la question.
Nous avons une problématique sur notre établissement car nous avons mis en place depuis quelques années des CAE avec versement mensuel du financement. Le dispositif ARS est différent et nous impose un changement de pratique qui détournera certains candidats vers des établissements qui proposent un versement annuel. Alors, au niveau de l'agence, nous, comme vous l'a expliqué Dominique, le dispositif est le suivant. Du coup, on soutient 60% du dispositif, on verse la somme, ensuite à charge de verser mensuellement ou comme on le souhaite, par trimestre, etc. Et les 40% restants sont à verser après l'engagement des 18 mois, en fait. Donc, peut-être, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour préciser votre question? Oui, c'est-à-dire que, bonjour. Bonjour. Nous, nos contrats d'allocation études sont faits donc, avec un versement mensuel sur une seule et même année. Si là, aujourd'hui, on dit à nos étudiants, ben, maintenant, pour certains, ce sera différent et on verse la seconde partie. Vous pouvez entrer. Voilà, je pense certains vont se détourner, ils vont aller vers les établissements qui vont verser la globalité de la somme sur une année sans attendre les 18 mois. Donc, c'est pour nous une problématique de changer nos pratiques actuellement, alors que voilà, il y a des contrats qui sont en cours et ça générerait un déséquilibre et une inéquité vis-à-vis des étudiants. Vous êtes sur quel établissement? Sur Foch. D'accord, oui. Donc, ok, c'est bien. Mais je sais que d'autres établissements pratiquent également de la sorte. Donc, Oui, on sait aussi que la PHP pratique de la sorte aussi verse l'intégralité de la somme lors de la dernière année d'études. Donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec la direction générale de l'agence. Du coup, on fera remonter aussi votre remarque pour Foch. OK. Et est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose qui peut être revu pour cette campagne-là? Écoutez, là, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas répondre à la place de la directrice générale, mais on va aborder le sujet très, très vite. On revient vers vous pour ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Excusez-moi, pourriez-vous préciser le montant qui est donné d'emblée et au bout de combien de temps le restant de la somme? Donc nous, je parle sous le couvert de… Pour les apprenants, hein, pour les nouveaux embauchés. Hein. Oui. On verse 5 400 €. Si par exemple, excusez-moi, il y a une personne qui a… on a finito. On a finito. Est-ce que parce qu'après, je n'aurai pas. Il y a quelqu'un qui est au téléphone. Pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, pour les filières paramédicales, donc en fait, nous, au niveau de l'agence, on alloue une somme de 5 400 € donc, à ventiler lors de la dernière année d'études. Et il reste à la charge de l'établissement les 3 600 € à verser après les 18 mois d'engagement. Donc, je mets entre parenthèses la remarque pour Foch. Une exception, c'est pour les sages-femmes, le montant est plus important. Nous, on verse 6 480 € lors de la dernière année de formation et l'établissement verse 4 320 € après les 18 mois d'engagement. Donc, en fait, dès que le dossier est instruit au niveau de l'agence, c'est un arrêté, Morgane, c'est ça, et on verse les fonds. D'accord. C'est 2 fois par an? Une fois par an? Une fois par an. Une fois par an, et c'est au mois de novembre? On va faire une première délégation là, au mois de juillet. Ah oui, donc c'est pour 2 fois par an. les dossiers qui sont arrivés. Et puis la deuxième délégation aura lieu au mois de novembre. C'est ça. Donc, une première délégation de fonds en juillet. Donc, si vous avez des contrats, vraiment, je vous invite à les poster sur la plateforme. Et donc, une première délégation en juillet de crédit et une seconde délégation de crédit au mois de novembre. Donc, quand je dis délégation de crédit, ça ne veut pas dire qu'on divise des sommes par deux. Hein. Pour ceux qui vont être instruits là et qui seront complets, du coup, on vous allouera pour les professions hors sage-femme le montant de 5 400 €. Est-ce que je réponds à votre question? Si je puis me permettre une précision, c'est-à-dire que pour ces mêmes élèves aides-soignants qui concourent maintenant,
qui sont en formation jusqu'au mois de décembre, qui déposent leur dossier sur la plateforme pour juillet. Elles percevront 5 400 € d'ici la fin de l'année et le reste de la somme dans les 18 mois, c'est ça? Non, c'est l'établissement qui verse C'est bien ça. Voilà, Oui, mais pour les élèves elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles vont percevoir? À quel moment? Normalement, c'est au moment de la signature de leur contrat avec l'établissement. L'établissement va leur verser la somme et la deuxième partie de la somme, les 40% restants, à la fin des 18 mois d'engagement. D'accord, d'accord. Merci, madame. Alors, je crois qu'on a 14 nouveaux messages. Si on pouvait les afficher, merci. Donc ça, c'est Christophe. Merci beaucoup à Christophe Caillé, qui est notre ingénieur en informatique, qui nous aide énormément. Et c'est grâce à lui qu'on a pu organiser ce webinaire. Donc, vraiment, voilà, un grand merci à Christophe. Peut-être avez-vous plusieurs micros. Le contrat d'allocation est-il compatible avec d'autres dispositifs de financement? Par exemple, je ne vois pas la suite. Alors, excusez-nous, mais on a un problème de matériel. Donc, en fait, le contrat d'allocation d'études est cumulable avec les bourses du CRIF. Peut-être que vous faisiez allusion à d'autres soutiens financiers. Pour les autres dispositifs de bourse, il faut que vous vous renseigniez auprès de l'organisme qui alloue ces bourses pour savoir si c'est compatible. Excusez-moi. Allez-y. La question était plutôt de compatibilité des cofinancements avec d'autres dispositifs de la formation professionnelle. Avec la formation professionnelle, c'est ça? Oui. Excusez-nous, on ne Oui. vous entend pas très très bien. C'est moi aussi, je vous entends très mal. La question que j'avais posée, c'était plutôt, et qui m'intéressait aussi, c'était sur la possibilité des cofinancements avec d'autres dispositifs de formation professionnelle, type CPF, Transition Pro, etc. N'hésitez pas à prendre la parole surtout. Hein, on ne va pas... Que ce soit assez vivant cet échange, c'est tout l'intérêt du webinaire. Oui, bonjour. Allez-y, J'ai posé quelques questions, mais je pense qu'elles étaient très hautes. Alors, de façon à faciliter l'intégration des étudiants Oui. et j'ai envie de dire d'éviter les non-engagements de la part des étudiants, est-ce qu'il serait possible d'intégrer au niveau du contrat qu'il est fortement recommandé, sans parler peut-être d'obligation, mais fortement recommandé d'effectuer son stage pré-professionnel dans l'établissement avec lequel ils ont contractualisé, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Enfin, moi, jusqu'à présent, ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une obligation, mais effectivement, on peut le mettre en point d'attention. Hein. Enfin, moi, je ne vois pas d'inconvénient. OK. Et j'ai une autre question. Allez-y, J'ai envie de dire, fort du retour d'expérience des CAE 2020, on s'est retrouvés face à des situations où les étudiants ne se sont pas présentés, plus de nouvelles, enfin des situations un petit peu compliquées. Donc, nous sommes en cours de rédaction d'une procédure de contentieux, mais ne serait-il pas, j'ai entendu que vous meniez une enquête justement pour comprendre les démissions ou, je dirais, les abandons de la part des étudiants. Est-ce qu'il ne serait pas possible que vous nous proposiez justement une procédure de contentieux? Comme ça, on serait tous sur, en fonction des cas rencontrés, cas de figure rencontrés. L'étudiant, par exemple, qui finalement ne veut pas… En fait, ce que vous nous demandez, si j'ai bien compris, c'est qu'on vous propose en fait une forme de process, c'est ça sur Voilà, le… c'est pour être en ligne, hein, tout Ouais. simplement, pour qu'on soit d'accord sur qu'engage-t-on auprès de l'étudiant lorsque tout simplement il ne vient pas, hein, et pas de nouvelles, c'est vraiment du ghosting pur et dur. D'accord. Ou bien l'étudiant qui finalement commence et puis se dit: «Bah non, ça ne va pas, je ne souhaite pas continuer à travailler au sein de cet établissement».
Et après, on a quand même pas mal de problèmes pour, recouvrir les sommes, perçues par les étudiants. Donc voilà, il y a donc nous on a commencé à travailler sur une procédure parce que ce qui nous semble important, c'est que autant que l'établissement, l'étudiant s'est engagé Oui. et il nous semble important de ne pas laisser, lettre morte et de ne pas laisser en l'état, cette situation rencontrée par un étudiant qui décide de ne pas venir et de ne pas donner de nouvelles. Tout à fait. Ben, nous, on va se rapprocher de notre service juridique pour voir avec les juristes comment on peut proposer un process qui pourrait vous être utile. Donc, je vous propose du coup qu'on échange sur ce sujet-là par voie mail ou autre, Oui. de manière à s'assurer que ça répond bien en fait à vos besoins. Oui, on peut vous envoyer je peux tout à fait vous envoyer, ce qu'on a commencé à travailler, j'envoie Madame Cazalet? Oui, Oui, parfait. très bien. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, madame. Très bien, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Alors, il y a une question de l'EHPAD Henry. Si nous voulons prendre une orthophoniste en CAE, par exemple, et que nous n'avons pas d'orthophoniste en activité, uniquement une cadre de rééducation, pour l'encadrer, peut-on l'envisager? Solène? Là, du coup, on revient aux conditions d'intégration d'un nouveau salarié dans l'établissement. Et en effet, je ne vais pas me prononcer à votre place, mais voilà, ça paraît peut-être moins adapté de recruter une orthophoniste nouvellement diplômée s'il n'y a pas d'encadrement possible. Après, voilà, la situation de votre EHPAD, je l'espère, peut évoluer. Voilà, peut-être que du coup, du fait de la possibilité introduite cette année que l'étudiant que vous avez identifié soit recruté dans un autre établissement recruteur, voilà, qui aurait cette possibilité d'encadrement, peut-être que ça peut être plus adapté compte tenu de la situation de votre établissement. Je ne sais pas, là, enfin voilà, c'est vous qui êtes maître en matière de recrutement et de conditions d'intégration de vos nouveaux salariés et notamment des nouveaux diplômés. Maintenant, nous, ce que l'on constate, mais on va bientôt laisser la parole à Bruno Albert, qui a l'expérience terrain du coup des CAE et qui a bien voulu participer à notre webinaire pour nous faire part de son expertise. Nous, enfin, les retours que l'on a au niveau de l'agence, c'est que très souvent, ce sont des stagiaires qui sont au sein d'un établissement qui contractent en fait le CAE et qui signent le contrat avec l'établissement. Donc, ça suppose quand même qu'au sein de l'établissement, au moment du stage, il y ait tout le parcours pédagogique qui soit seniorisé, qui puisse permettre à l'étudiant d'être formé. Voilà. Le CAE peut être cofinancé avec d'autres dispositifs de financement. Alors là, normalement, non, c'est pas cumulable avec l'ancien CIF, en fait, avec Transition Pro. Peut-être que vous souhaitez prendre la parole, nous faire part en fait d'une difficulté que vous rencontrez ou de contrats que vous n'avez pas pu signer parce que justement c'était des étudiants qui étaient engagés sur des projets de transition pro. Madame Poirier? Ouais, non, merci. Non, c'est vraiment une question. Nous, on n'a pas encore lancé le dispositif. C'était juste une question D'accord. préalable On peut se pour rapprocher. savoir s'il y a compatibilité ou pas. Sinon, nous, on peut se rapprocher aussi de nos partenaires pour savoir si eux, de leur côté, peuvent assouplir leur cadre réglementaire. Parce que ce n'est pas le tout de dire, en fait, on peut cumuler ou pas. En fait, souvent, ça nécessite quand même une modification du cadre réglementaire. Donc, surtout si vous avez des situations de ce type qui n'ont pas permis de contracter, n'hésitez pas à nous adresser ces informations de manière à ce que nous, on puisse se rapprocher de nos partenaires. L'idée, c'est quand même qu'on puisse développer au maximum ce dispositif parce que ça commence à être bien connu, ça commence à être apprécié, on commence à réussir à fidéliser certains professionnels de santé dans les établissements tant sanitaires que médico-sociaux. Donc l'idée, il ne faut pas non plus qu'on ait des champs bloquants pour contracter ces CAE. Donc, on a une question de Benjamin. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, Rémi Chevet, justement, Transition Pro Île-de-France, ancien FONGECIF, ça tombe bien, parce que nous aussi, on a une vraie volonté de prendre contact avec vous.
et c'est aussi l'objet de la question que je vous ai posée. Ça rejoint un peu la thématique aujourd'hui. Nous aussi, hein, sur ce secteur-là, on a des vraies problématiques, notamment concernant le financement des formations pluriannuelles dans ce domaine de la santé, avec environ 130 diplômes d'état d'infirmiers financiers chaque année. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous de financer les 3 ans, d'où notre souhait, hein, finalement, d'essayer de résoudre cette équation à plusieurs inconnus et d'avoir la possibilité de résoudre un puzzle avec plusieurs organismes. Ça nous amène à prendre contact dans le privé, parce que nous, c'est vraiment les organismes qui dépendent du droit privé qui sont mobilisés. Donc, on est en lien, par exemple, avec Opco Santé. Et notre objectif, c'est de voir un petit peu quelles pourraient être les autres solutions compatibles avec nos propres dispositifs. Donc, effectivement, ça rejoint un peu les thématiques. C'est pour ça que c'était l'objet de la question du chat. Nous, avec notamment ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'ancien congé individuel de formation, projet de transition professionnelle, et de voir un peu si vous avez justement des possibilités de compatibilité avec vos propres dispositifs. D'accord, très bien. Ça, c'est bien pris. Donc, du coup, nous, il faudra qu'on voit ça en comité de pilotage avec la directrice générale et la directrice générale adjointe, parce que du coup, c'est un peu un contournement du dispositif, hein. Là, on partirait sur du soutien à la promo pro. On sait qu'il y a un vrai sujet, il y a une vraie demande, il y a une vraie problématique de financement. Mais très bien, je prends le point et on abordera ça avec… Alors après, ça peut se faire avec une première année avec nos propres dispositifs et Ouais. une ou les 2 autres années avec un autre dispositif. C'est ce qu'on fait par exemple avec Opco Santé. Oui. Voilà. Je ne Oui, sais oui. pas si c'est quelque chose d'envisageable au sein de l'ARS, mais c'est en tout cas une thématique pour plutôt toucher, là plutôt comme vous le dites, les salariés en cours de reconversion, là plutôt des salariés qui sont déjà sur le marché du travail et pas des jeunes diplômés en formation initiale, c'est sûr. Oui, très bien. Je prends l'interrogation et puis on va en discuter avec notre direction générale et on revient vers vous. Merci. Alors, on a une question. Bonjour, je repose ma question. Est-ce à l'école de formation? Ah, d'accord, Magali avait répondu. Du coup, j'ai l'impression qu'on est non, on est monté, on est descendu. Je suis perdue. J'ai vu qu'il y avait une question de Benjamin pour les étudiants qui demandait s'il était possible d'avoir une cartographie des établissements qui proposent des CAE. En fait, la cartographie des établissements, elle n'existe pas. Une fois de plus, je rappelle le dispositif. Le dispositif CAE qui est porté par l'agence, donc un dispositif régional. Et puis, il y a certains établissements qui proposent en fait eux-mêmes leur CAE. Donc, ce n'est pas limitatif. Ce n'est pas conditionné à des agréments ou autres. Donc maintenant, un établissement qui souhaite s'engager dans ce dispositif, il n'y a aucune difficulté, hein. N'est-ce pas, Dominique? Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Pas d'autres prises de parole? Bien, donc je vous propose que nous passions à la troisième partie donc, de ce webinaire. Bruno, je vais te laisser la parole pour que toi, tu nous fasses part de ton expérience sur les CAE que tu as réussi à proposer. Et puis ensuite, on laissera la parole à deux étudiantes. Merci beaucoup. Alors, Merci Gwenaëlle, merci à tous. Bonjour, je suis Bruno Albert, je suis directeur des soins de 2 hôpitaux. On est en direction commune avec le CAGE de Nanterre et l'hôpital de Moisselles, qui est un hôpital monoactivité santé mentale. Je vais vous présenter un peu ce qu'on fait depuis la campagne 2021 maintenant sur les 2 hôpitaux. Nous avons engagé cette politique de recrutement via les CAE avec l'aide de l'ARS, bien sûr. Ce dispositif est monté en charge jusqu'à atteindre, je ne vais pas dire les chiffres pour ne pas tous vous affoler, mais c'est vrai que cette année, par exemple, on en est à plus de 60 sur les 2 hôpitaux. Donc, on est plutôt satisfait. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Nous avons développé une démarche assez incisive, c'est-à-dire qu'on est allé dans plusieurs instituts de formation pour aller démarcher les étudiants qui ont plutôt bien répondu à cet appel, parce qu'on sait, que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la précarité existe dans le monde estudiantin. Les étudiants, notre particularité, c'est de pouvoir offrir aussi 2 établissements différents
un qui est polyactivité et l'autre qui est monoactivité, donc on a pu recruter facilement. Nous, par ailleurs, je suis accompagné aujourd'hui de 2 étudiantes qui ont profité du CAE ancienne mouture avec un financement mensuel à raison de 750 € par mois. Et les étudiants, depuis l'année dernière, aujourd'hui, nous leur finançons 5400, comme tu le disais tout à l'heure, Gwenaëlle, 5400 € à la signature et 3600 € après 18 mois. À mon sens, ça n'a pas posé souci. Le tout, c'est d'expliquer quand on fait l'entretien de recrutement. D'autre part, on a fait une étude pour savoir si ce dispositif était amorti, en combien de temps il était amorti. On s'est aperçu que sur nos postes vacants sur lesquels on prend soit de l'intérim, des vacations et ou des heures sup, etc., ces dispositifs sont amortis entre 4 mois et 8 mois, en fonction de ce qu'on prend comme qualité de remplacement. Donc, c'est plutôt un dispositif intéressant dans le sens où l'étudiant qui va venir travailler avec nous va rester 18 mois. Donc, en fait, on peut penser que pour l'établissement, alors bien sûr, il faut une trésorerie d'avance. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, nous, on est plutôt satisfaits. On ne peut j'espère que les étudiants qui sont à côté de moi vont dire la même chose. Ça, c'est la petite boutade. L'autre point aussi, c'est qu'on va continuer à engager, parce que nos 2 établissements ont des projets de restructuration et d'innovation d'activité à terme. Donc, on va continuer ce dispositif justement pour prévoir l'avenir. Et cerise sur le gâteau, contrairement à tout ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, moi, depuis 2021, je n'ai pas de démission. Les personnes sont restées encore avec nous. Donc, on n'est pas à l'abri, bien sûr, qu'on ait des départs, etc. Autre petit bémol par rapport à cette année, on a 4 personnes qui ont demandé à se faire racheter par un autre établissement. Alors là, on est en pleine contractualisation. J'ai vu, alors ça, je ne sais pas, est-ce que j'ai mal interprété ou bien interprété la note parue? Il n'y a pas de rachat entre établissements, c'est ça, Gwenaëlle? Non, c'est ce qu'on a mis dans le cahier des charges. D'accord. Ok, bon, on expliquera aux étudiants qu'il n'y aura pas de rachat. Donc voilà un petit peu notre expérience, qui est plutôt positive. Il est sûr que on a vraiment été démarché à la fois nos étudiants en stage dans nos établissements, c'est-à-dire on fait des réunions tous les 2 mois plénières où on convoque les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années. On fait un retour d'expérience de leur stage, l'accueil, etc., etc. Et du coup, ça nous permet de coopter certains étudiants, on leur présente en même temps le dispositif. Et en plus, nous allons dans les IFSI, avec bien sûr les directeurs des soins, les directeurs d'IFSI qui veulent bien nous accueillir. Je ne vais pas vous mentir, il y a certains IFSI qui ne nous ont pas ouvert les portes spontanément parce qu'eux-mêmes sont déjà adossés à un hôpital. Donc, je pense que chasse gardée aidant, ils ne nous ouvrent pas les portes spontanément. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous présenter. Nous avons, mis en place sur les établissements, mais ça depuis 2021, sur nos fonds propres, on a engagé les CAE dès la 2e année. Alors, pas en début de 2e année, parce que sinon, ça reviendrait un peu trop cher à l'établissement. Nous avons engagé sur les 2e années sur à peu près 6 mois, c'est-à-dire à partir de janvier jusqu'à juin de la 2e année. Donc, ce qui fait, l'étudiant, il a un engagement, au lieu d'avoir un engagement de 18 mois, on élargit le contrat avec un engagement qui peut aller jusqu'à 30 mois. Quoi. Voilà un petit peu ce que moi, je pouvais vous présenter. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais laisser le témoignage, les 2 étudiants avec lesquels je suis, témoigner de leur expérience, de comment ils ont vécu ça. Merci beaucoup, Bruno, pour ton intervention. C'est Gwenaëlle. J'espère avoir été assez clair. Tu as été très clair, mais du coup, tu nous donnes très envie. Donc, est-ce qu'il serait possible de développer un peu plus cette recette de réussite? Donc, je comprends. J'ai pas envie parce que sinon, tout le monde va faire comme moi. Justement, on copie que ce qui est bien. Donc, écoute, c'est plutôt un compliment du coup. Et donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu travailles beaucoup donc, avec les IFSI. Donc, déjà, les IFSI adossés à tes établissements. Oui. Tu fédères beaucoup aussi au niveau des établissements et il y a une forte mobilisation en fait de ta part dans les services, etc. pour aussi engager une participation collégiale à ce dispositif tant côté étudiant que côté employeur. Et du coup, donc là, est-ce que tu pourrais nous expliquer
presque point par point comment tu fais, en plus de tes activités diverses et variées, parce que j'imagine que ça prend quand même beaucoup de temps. Et une autre question, comment faire pour le médico-social qui rencontre des difficultés quand même pour contracter des CAE? Parce qu'il est très rare en fait qu'ils aient des instituts de formation adossés en fait à leur établissement, tout en sachant que, par exemple, si je prends les EHPAD, on a des tailles vraiment très différentes selon les structures. Comment faire en fait pour inciter tant les étudiants que les employeurs à signer des CAE? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas connu, il faut qu'on communique ensemble? Est-ce qu'il faut directement se déplacer? Alors, J'attends la recette. moi, je peux déjà répondre à ta. Enfin, je ne sais pas si c'est une réponse, en tout cas, c'est un constat à ton dernier questionnement. Par rapport aux établissements médico-sociaux, moi, ce que je peux déjà dire, c'est que quand on se présente dans les IFSI ou quand on parle avec des étudiants qui sont en stage chez nous, ce qui nous est remonté, c'est qu'ils ont une méconnaissance totale de ce dispositif. C'est-à-dire que ce n'est pas assez véhiculé de la part de nos collègues dans les IFSI. Alors, il faudrait peut-être que vous relanciez tous les instituts de formation pour vraiment que ça soit reventilé. Ça, c'est le premier point. Moi, dans notre établissement, on a du médico-social, mais quand je parle de l'établissement, ça rejoint la question tout à l'heure d'un des collègues qui parlait, qui avait une masse, les éducateurs spé dans les masses, etc., etc. Nous, on a tout ça, on a des EHPAD, et forcément, j'adosse ça au dispositif quand on va présenter à l'établissement sanitaire. Donc pour nous, ça paraît simple, c'est simple, mais moi, c'est vrai, je me mets à la place d'établissements. J'ai été directeur de masse dans le temps. Je me mets à la place des établissements qui sont seuls, isolés, etc. C'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas de recette, je ne sais pas. Je peux, moi, essayer de communiquer qu'il n'y a pas que les hôpitaux sanitaires qui font ça à chaque fois qu'on interviendra dans les établissements médico-sociaux, dans les IFSI. Ça, je peux essayer de le faire, je le ferai, d'accord, volontiers. Parce que les étudiants, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire parce que c'est gagnant-gagnant. Quand on intervient, nous, dans les IFSI, je ne présente pas forcément les établissements en première intention. Je présente surtout l'intérêt, enfin, j'espère qu'elles vont dire ça, les deux étudiantes avec qui je suis, je présente surtout l'intérêt qu'il y a pour eux à bénéficier de ce dispositif. C'est-à-dire à bien passer leur troisième année, avoir leur diplôme. Le seul objectif qu'ils ont, ce que je leur dis, c'est d'avoir leur diplôme presque du premier coup, quoi. C'est vraiment... Et peut-être que c'est ça qu'il faut. Et après, je parle des établissements. Mais à partir du moment où ils ont déjà pensé que c'est un intérêt pour eux d'avoir ces 9 000 €, ça les met dans les meilleures dispositions. Donc, c'est plus facile pour moi de contracter derrière. Par ailleurs, ça, première question. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu as raison, ça a été une politique incisive que j'ai portée. Aujourd'hui, je continue à la porter parce que je reste pilote de ça, mais j'ai constitué une équipe sur chaque établissement de 3-4 personnes qui auront la même mission que ce que j'ai fait, qui me permettra un petit peu d'élargir, de moins passer de temps et surtout d'élargir nos interventions et nos actions à droite à gauche. Donc voilà, et du coup on s'est fait des feuilles de route, on est bien au courant de tous, de ce qu'il faut dire, enfin, on les a guidés, et ça devrait plutôt marcher, en tout cas je l'espère. Je l'espère. Voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions ou s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Merci beaucoup, c'est très très clair. Donc bravo pour cette pleine réussite. Hein. C'est aussi très lié à ta forte implication. Donc moi, ce que je retiens en fait, c'est que il faut vraiment faire de la communication, mais de proximité, quoi. C'est pas le tout en fait d'aller sur les réseaux sociaux, d'envoyer des mails, etc. Mais en fait, c'est vraiment multifactoriel, c'est vraiment transversal, multipartenariat, et c'est vraiment une communication de proximité qui est. Oui. Je veux même aller un petit peu plus loin, c'est que quand on voit un étudiant et qu'on lui présente un peu le dispositif, parce que tous les étudiants qu'on arrive à attraper, on les voit en entretien. Et quand on les voit en entretien, qu'on arrive, on va plus loin dans la démarche, c'est-à-dire qu'on leur dit, si vous avez des copines ou des gens que vous connaissez à droite à gauche, etc., que nous, on n'a pas encore vu en stage, passez le message. Et en fait, la cooptation marche bien aussi. Souvent, j'ai des appels. Et alors, il y a un autre point aussi qui marche bien, c'est aussi pour ça que j'ai constitué l'équipe autour de ce dispositif, c'est que la réponse rapide
à une candidature et 90% de chances de réussite. Il y a Quand un tu dis étude- une réponse rapide, c'est-à-dire c'est-à-dire une que- réponse rapide de la part de l'établissement ou ouais, de c'est-à-dire la que, part de bon, l'agence pour l'instruction des dossiers? non, l'agence, j'allais dire, je m'en fiche un peu, c'est pas vrai, bien sûr. Mais, non, c'est pas du tout ça. C'est quand on a une candidature qui arrive, mais ça vaut autant pour les candidatures, les recrutements hautes. Quand on a une candidature qui arrive, un étudiant sur ma boîte mail ou sur la boîte de mes assistantes, etc., on s'engage, nous, à donner une réponse et un entretien dans les 48 heures ou les 3 jours qui suivent. D'accord, donc si Ça je rassure la résume, personne, ça rassure l'étudiant, qu'on contracte ou pas, ça pas grave, mais en tout cas. Et il nous est arrivé, alors, j'aime pas forcément parce que c'est pas ma tasse de thé, tout ça. Il nous est même arrivé de faire, j'ai fait des entretiens en visio. d'accord. Parce qu'en Donc toi, fonction, ce que tu préconises, si je résume, donc de la communication de proximité, ouais, une approche vraiment multifactorielle et transversale pour tant du côté donc, des étudiants, des instituts de formation que des établissements. Donc là, on est plutôt sur une approche tripartite. ouais. Et puis une hyper-réactivité en fait de la part de l'employeur dès lors qu'il y a une première accroche de l'étudiant qui veut avoir des renseignements. On répond quasi spontanément. Tout à fait. Il y avait une question là sur à côté par rapport au contrat de deuxième année avec les troisième années. En fait, pour répondre à cette question, nous, on fait 3 contrats. Enfin, pour l'étudiant qu'on pose sur la plateforme, on ne pose que le contrat de troisième année. Hein, on est bien d'accord. Mais nous, on fait 3 contrats. On fait un contrat de deuxième année, qui est en général de 5-6 mois, avec un engagement de servir d'une fois et demie, donc 9 à 10 mois. On pose, il y a le contrat de troisième année, et pour l'étudiant, pour l'établissement, ça c'est les RH qui le font, on fait un contrat qui cumule les deux. Comme ça, l'étudiant sait exactement la durée totale de son engagement. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, oui. Mhm. Donc, non, moi, du coup, tu m'as perdu sur un des contrats. D'accord. Alors, quand on a la chance d'avoir un étudiant qui est en cours de deuxième année, Ouais. qu'on contractualise, si on lui fait un contrat de 6 mois d'engagement à raison de 750 € par mois, il aura son contrat de deuxième année avec 10 mois d'engagement. Ça, c'est le premier contrat. Dès qu'il passe en troisième année, on lui fait tout de suite le contrat de troisième année avec les 5 400 €. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Et par contre, pour l'étudiant, pour nous, RH, pour son dossier administratif, on lui fait un contrat qui résume les 2 autres contrats. D'accord. D'accord? Qui fait l'accumulation, ce qui permet à l'étudiant et surtout nous, établissement, d'avoir la durée de l'engagement et des sommes perçues qu'il a eues, etc. Voilà. Et de quand, surtout, on devra lui donner les derniers 3 600 €. Ouais, Excusez-moi. c'est une réactualisation en fait. Tout à fait. Oui, c'est ça. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai une petite question justement sur ce que vous venez de dire. Je m'interroge, puisque l'engagement de servir étant lié au temps de formation et au fait que généralement les établissements financent la partie pédagogique, dans la mesure où là, il n'y a pas de financement de l'établissement sur la partie pédagogique et qu'il y a le versement du CAE, je m'interroge sur la validité de l'engagement de servir. Parce que nous, on finance la deuxième année. C'est ça. Je la finance. OK. Ça n'a pas à voir avec les coûts pédagogiques. Hein. OK. C'était une subtilité que je n'avais pas. Merci. S'il y a d'autres questions? En fait, dans le chat, Bruno, quel est le pourcentage d'étudiants que vous connaissiez déjà, stage déjà réalisé précédemment dans votre établissement? Que je connaissais déjà avant, je vais dire 10%, parce qu'on les a connus que quand on est allé démarcher ou quand dans les stages. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, aux réunions d'encadrement, on a fait aussi une présentation de ce dispositif que nous faisons à chaque réunion d'encadrement pour bien dire à tout l'encadrement supérieur et cadre que ce dispositif existe. Et dès qu'ils arrivent à avoir des étudiants, qui leur en parlent tout de suite, quoi. Donc non, 10%, en fait, ce n'est que quand on intervient, qui nous voient physiquement ou on leur fait la com autour de ça, que là, après, on les connaît. En fait, moi, je pense, comme il n'y a pas une grande communication, ce que tu disais tout à l'heure, Gwenaël, on va dire régionale,
d'un point de vue des instituts de formation, etc. Je pense que les étudiants vous le diront derrière moi. C'est à nous d'aller vraiment au-devant des étudiants. On est d'accord. Alors, nous, on intervient. Moi, je suis de l'hôpital de Villévrard, donc on intervient dans plusieurs IFSI. Voilà. Et en fait, nous, notre problématique, c'est d'être mono-spécialité. Oui. Et sachant que la psychiatrie attire à peu près 10% des étudiants, en gros. Donc, c'est compliqué. Hein. Mais bon, on arrive à en recruter. On va aux rencontres des IFSI. Voilà, on sent bien que des fois, il y a un manque d'information chez les étudiants du dispositif. Après, nous, la difficulté que les étudiants nous partagent, c'est le fait de s'engager pour 18 mois. Ça leur paraît très long. Alors, moi, je leur dis. Moi aussi, hein, je leur dis que pas, mais voilà. Mais... Je leur dis, moi, la phrase que, je ne sais pas s'ils vont vous le dire, la phrase que j'ai tout type quand je les retrouve en entretien, c'est qu'ils n'auront même pas le temps de mettre leurs chaussons. C'est ça. C'est ce que je leur dis aussi. C'est ce que je leur dis aussi, mais ça ne fonctionne pas toujours. Mais oui. Voilà. Oui. Alors, j'ai oublié de dire, tout à l'heure, vous aviez exposé quelque chose, je ne sais plus qui. Nous proposons, je vais dire nous parce que maintenant que j'ai constitué l'équipe, nous proposons quand on contracte un CAE à l'étudiant de 3e année de venir faire, si son parcours de stage le permet bien sûr, son stage du semestre 6 dans l'établissement dans lequel il va être embauché. C'est ça. Et j'explique pourquoi à l'étudiant, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est à la fois gagnant-gagnant pour l'établissement, bien sûr, pour les équipes qui vont l'accueillir, et à la fois pour l'étudiant, parce que je me suis aperçu, et cette année, ça a été beaucoup plus flagrant, il y a beaucoup d'étudiants qui, alors excusez-moi l'expression, qui flippent, qui appréhendent leur prise de poste. Oui, tout à fait. Et ça m'a... L'année dernière, je l'avais moins senti, mais cette année, peut-être parce que j'en ai fait plus cette année, mais cette année, je l'ai vraiment senti. Alors du coup, nous, on leur propose le stage d'intégration, enfin le stage du semestre 6 ici, dans les deux établissements, qui est là, cerise sur le gâteau aussi, encore une fois, c'est que les équipes, du coup, elles n'accueillent pas l'étudiant de la même façon. C'est-à-dire qu'elles le considèrent déjà plus comme une future professionnelle que comme un étudiant encore en formation. Enfin, voilà. Mais là, je commence à parler déjà pour les deux étudiantes qu'il y a à côté de moi, donc ça fait... ils ne vont plus avoir grand-chose à dire, donc je vais les laisser causer. Donc, en tout cas, si vous pouvez envoyer des questions, il n'y a pas de souci. Gwenaëlle, tu me les relayeras, moi je peux répondre, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup Bruno pour ce partage d'expérience, de nous avoir donné ta recette. Et puis, non, je ne la donne pas, non, ça coûte cher. Je ne vais pas donner ma recette. Avant qu'on donne la parole aux étudiantes, est-ce qu'on se prend peut-être 3 ou 4 minutes de questions? Bien sûr. Vous arrive-t-il de prendre la relève d'un CFP pour le financement de la 3e année de diplôme d'État? Et comment procédez-vous? Non. Non, parce que non. Comment est-ce qu'on peut chatter? Non. Moi, je ne suis pas sûr. Alors, CFP, c'est souvent des financements via Pôle emploi, etc. Si mes souvenirs sont bons, il faut que j'ai l'attestation comme quoi il n'y a plus de versement Pôle emploi pour pouvoir contracter le CAE. Merci beaucoup, Bruno. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, je peux me permettre de compléter la question. Souvent, en fait, on a des agents pour lesquels les établissements n'ont pas pris en charge le financement de la formation, qui peuvent faire donc une demande de dispositif individuel auprès de la NFH. Le dispositif ne prend en charge que les 2 premières années. Les établissements, les 3/4 du temps, ne peuvent pas s'engager sur le financement de la 3e année. Du coup, je m'interroge sur la possibilité de financer la 3e année en prenant en charge effectivement les frais pédagogiques et en mettant en œuvre le dispositif CAE sur cette 3e année. C'est là le sens de ma question. Ça, c'est une question qui nous a été posée précédemment et on disait effectivement qu'à ce jour, en fait, ce dispositif ne le permet pas, il n'est pas ouvert à la promo pro, mais on va faire remonter vos demandes auprès de notre direction générale pour voir si on peut l'étendre, comment on peut l'étendre. Il faut voir aussi le cadre réglementaire. Donc, à ce stade, on ne peut pas répondre. Si, ce qu'on peut répondre, c'est que ce n'est pas possible de contourner ce dispositif pour financer de la promo pro, mais on a bien pris la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Bruno?
Il y a un étudiant de Pontoise là, qui, pas de souci, hein, il peut venir nous voir sans souci, qui demande l'adresse. Très bien, on communiquera du coup, ou je te laisse répondre dans le chat. Bien, on va laisser la parole à tes étudiants, Bruno. Oui, merci à vous. Merci à Allez-y. toi. À vous. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Asiba Iwounil, étudiante en 3e année actuellement. J'ai contracté mon contrat de CAE au cours de ma 2e année, comme M. Albert l'a expliqué tout à l'heure. Donc moi, avant le CAE, j'étais plus sur des vacations en EHPAD. J'ai fait tout le mois d'été en EHPAD après ma première année. Ensuite, je travaillais soit de nuit en EHPAD, toujours en vacation. Et puis, je suis arrivée à l'hôpital de Moisselles en tant que vacataire et c'est là que j'ai entendu parler du CAE par les équipes soignantes, donc qui m'ont déjà appris l'existence de ce contrat. Et puis, quelques temps après, M. Albert est passé nous voir à l'IFSI, ici sur Moisselles. Donc, il nous a très bien expliqué le dispositif et c'est de là que je me suis lancée dans ce contrat et franchement, j'en suis satisfaite, clairement plus que satisfaite. Et donc, voilà. du coup, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre prénom. Asiba, H-A-2-S-I-B-A. Merci beaucoup, Asiba, de votre témoignage, de vous être rendu disponible. Avec plaisir. Du coup, j'ai plein de questions. Dis-toi. Je vais vous laisser la parole. En Oui. fait, vous faisiez des vacations pour financer vos études, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc, Payer pour mon vous, logement, mon transport. D'accord, donc du coup, pour vous, c'est plutôt un souci en moins que d'avoir ce CAE parce que ça permet en fait de financer vos études. Vous n'avez plus nécessairement à faire ces vacations parce que quand vous faites des vacations de nuit, que vous avez des cours le lendemain, j'imagine que c'est très compliqué. C'est très fatigant après et d'allier cours et travail, c'est vrai que c'est pesant. Ouais. Et ça m'a soulagée d'un poids financièrement et ça m'a permis d'avoir une aisance financière et de ne pas me soucier du côté financier, de chercher des vacations. Je me concentrais vraiment sur mes études, mes stages et non, franchement, c'est un très beau dispositif que je recommande, honnêtement. Justement, vous anticipez ma seconde question. Pour recommander ce dispositif auprès des étudiants, comment doit-on faire? Parce que bon, on diffuse d'informations, on va sur les réseaux sociaux, on envoie des mails, mais j'ai l'impression que du coup, on n'a pas forcément de la bonne méthode. Honnêtement, moi, comme je vous le disais, de base, je ne le connaissais pas du tout, ce dispositif. Donc, c'est plus le volet communication peut-être qui est peut-être à améliorer encore. Mais moi, honnêtement, je l'ai appris par les équipes soignantes ici à l'hôpital qui m'en ont parlé. Et ensuite, il y a eu M. Albert qui est venu intervenir sur notre IFSI. Mais avant ça, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, si plutôt on parlait déjà entre nous qui avons déjà contracté le contrat, on en parle entre nous. J'ai d'ailleurs réussi à intégrer un camarade de ma classe qui est venu signer, qui est venu signer le contrat après que moi je lui en ai parlé. Donc voilà, mais c'est vraiment un manque de communication, je dirais. D'accord, donc en fait, si on avait une préconisation à faire, enfin deux, la première, c'est vraiment aux établissements d'acculturer les étudiants dès qu'ils arrivent en stage, peut-être même dès la première année, sur des dispositifs d'accompagnement qui leur sont proposés, que ce soit dès la première année, parce qu'il n'y a pas que le CAE, il y a d'autres dispositifs et pour les années suivantes. Et la deuxième préconisation, en fait, c'est d'avoir un Bruno un peu dans tous les établissements qui fait de la communication de proximité, de la pédagogie pour inciter à. C'est ça. Oui, là-dessus, il a très bien géré la com. Sur les deux établissements, que ce soit ici à Moisselles et Nanterre, il a très bien géré. Donc, ces équipes soignantes ici à Moisselles sont au courant, elles en parlent. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai appris pour le CAE. Et lui aussi, il intervient sur les IFSI, chose qui a permis d'élargir un peu le public, les personnes qui ne font pas nécessairement de vacations ici sur l'hôpital, qui sont dans ma promo, et ben, elles ont su, à travers M. Albert, que ce dispositif existait.
Merci beaucoup à Siba pour ce témoignage. Moi, ça fait longtemps que j'ai fini mes études de chercheur, mais en tout cas, en vous entendant, ça me donne envie de faire une reconversion professionnelle et de signer. Ah ben, honnêtement, c'est un très beau dispositif. Franchement, Merci. On compte sur vous, Siba, pour vraiment véhiculer le côté positif de ce dispositif, tant une fois de plus pour lutter contre la précarisation estudiantine qui malheureusement ne fait que de s'accentuer. On le déplore, mais bon, c'est le constat, il faut se le dire, on est entre nous. Mais aussi, je pense qu'en termes d'intégration professionnelle, comme le disait Bruno, en fait, dès lors que vous êtes déjà en stage dans l'établissement, en fait, vous n'êtes plus considéré quand vous êtes néo-diplômé comme des ex-étudiants. En fait, vous faites déjà partie de la communauté professionnelle et ça, c'est aussi un élément, une information puissante à véhiculer. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Je laisse la parole à votre collègue. Oui. On vous écoute. C'est bon. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Alice Dena. Je suis infirmière en poste. J'ai connu l'histoire de contrat d'allocation d'études quand j'étais en 2e année, parce que j'avais des amis qui étaient déjà en 3e année. Et quand j'ai intégré ma formation étudiante, j'ai eu beaucoup de problèmes personnels. Et je me suis retrouvée du coup sans ressources et c'était pas facile. Je suis maman de plusieurs enfants et allié à ça, ma vie privée, l'école, m'organiser, faire des vacations derrière, gérer les enfants, ce n'était plus évident pour moi. Donc, arrivé en fin 2e année, j'en pouvais plus et je parlais, j'étais même déjà à bout de laisser ma formation. Avant, j'étais aide-soignante et auxiliaire puéricultrice, donc du coup, me retrouver sans ressources, c'était un peu difficile. Donc, je me retrouvais à faire plus de vacations et c'est comme ça que M. Albert est venu à l'IFSI et il m'a parlé de contrat d'allocation études. Et j'avais déjà, comme je vous ai dit préalablement, mes amis qui étaient en 3e année et qui étaient même déjà en poste, qui étaient passés par le CAE et qui m'ont parlé de ça. Donc, du coup, je suis venue voir M. Albert et je ne suis pas passée par 4 chemins. Je me rappelle encore l'entretien, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs et voilà, et j'ai fait ma lettre de motivation et j'étais très contente que mon dossier puisse être validé et que je puisse bénéficier de ce contrat. Ça m'a enlevé beaucoup de poids. J'ai repris confiance en moi et je me suis réorganisée. Et Dieu merci, j'ai pu finir ma formation. Parce que c'est vrai, j'avais plutôt des bonnes notes, je vais dire ça, mais je me voyais en train d'abandonner et de faire un report. Et je me disais, si j'abandonne, je ne pourrais pas parce que quand je vais recommencer à travailler, il va falloir toujours que j'ai des ressources, même si je dois retourner à l'école. Mais avoir les 750 € par mois, c'était bénéfique. En fait, quand j'ai commencé ma formation, je me suis séparée de mon ex-mari, c'est ça. Donc, j'avais plus de ressources et je me suis retrouvée tout seul. C'était pas évident. Dieu merci, il y a eu M. Albert qui est venu, bah oui, et qui vous avez parlé du contrat et que les choses se sont bien passées. Du coup, j'ai eu un versement pendant plus de 12 mois. 12 mois. Et là, je travaille pour 18 mois. Ça passe tellement vite. Je ne me rends même pas compte. J'ai été diplômée en juillet. Et là, il me reste presque 6 mois, mais je ne le calcule même pas. Je ne me calcule même pas parce que j'ai trouvé une bonne équipe et découvrir aussi le milieu de la santé mentale, c'était quelque chose que je cherchais puisque je l'ai fait aussi sur mon mémoire de fin d'études. Donc, j'en ai parlé aussi à d'autres amis. J'ai été déléguée de ma classe, donc dans le groupe WhatsApp des délégués, et j'ai parlé de ce contrat. Et il y a plusieurs étudiants qui sont venus voir. Ah, on vous a perdu, Alice. Alors, j'espère que c'est pas un problème. Ah, il y a eu une coupure, Alice, excusez-nous. On vous a perdu au moment de votre groupe WhatsApp. Oui, je disais qu'il y avait aussi mon groupe WhatsApp personnel où sur le statut, je parlais de ça.
Et aussi, il y a le groupe de la classe de l'IFSI ou de tous les étudiants où on parlait de ce sujet-là et on disait, on laissait le mail, le contact de M. Albert et ses assistantes pour les élèves. Et il y a aussi une plateforme sur Facebook, c'est une plateforme des étudiants infirmiers. Donc, tous ceux qui sont en formation infirmier, on s'entraide sur ce groupe-là. Et il y avait d'autres personnes que j'ai rencontrées sur ce groupe qui avaient des difficultés comme moi et que j'ai parlé de contrat d'allocation études. Mais sincèrement, la personne qui a eu l'idée de mettre ça en place, c'est déjà bien. Mais il faut plus de communication parce que, comme disait M. Albert tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Sauf si, comme ici à Moisselles, on en parle même aux équipes, mais je ne pense pas que c'est la possibilité ou c'est l'occasion pour d'autres établissements. Oui, j'ai Voilà. l'impression qu'effectivement, c'est très c'est culturel, mais à une échelle locale, en fait. Il faudrait qu'on arrive à développer ce que vous avez mis en place à une échelle assez fine, de développer à l'échelle régionale. En tout cas, merci beaucoup, Alice, pour votre témoignage très touchant. Bravo, en fait, pour votre réussite. Merci beaucoup. Ça aurait été dommage, effectivement, de ne pas vous soutenir parce que dans le cadre de votre vie privée, vous avez dû gérer des difficultés et on sent dans votre voix que vous êtes contente. Nous, en tout cas, on est vraiment en admiration face à votre persévérance, vraiment bravo. Et on entend que vous vous épanouissez et que finalement, Bruno n'est pas qu'un sauveur, mais il dit la vérité vraie quand vous avez à peine le temps de mettre vos chaussons, du coup. Oui. 18 mois, ça passe Je suis très contente. Oui, ça passe vite, on ne se rend même pas compte. Et quand on commence à travailler, on ne compte même pas les mois, on ne vient pas pour les 18 mois. On trouve une bonne équipe, avec une bonne ambiance. On a juste envie de travailler en équipe et d'aider les autres patients et les autres étudiants à s'intégrer parce qu'on reçoit aussi les anciens étudiants soit en stage, soit comme vacataires et on commence à travailler avec eux comme des futurs collègues. Et on leur donne aussi une part de responsabilité pour pouvoir les habituer à la fin de leur formation, de prendre mieux leur poste, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Donc, je réfléchis à voix haute avec vous. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas des ambassadeurs pour faire porter ce dispositif? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des capsules vidéo de vos témoignages? Je ne sais pas, une fois de plus, c'est un